Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est la nutrition et son impact sur la santé mentale. Et comme on le dit, nous sommes ce que nous mangeons. Pour en discuter, on a la chance d'échanger avec Clément Desplat, qui est expert en nutrition. Et je te donne la voix, Clément, pour te présenter. Et peut-être le petit entre guillemets, on se connaît déjà avec Clément. Voilà, juste pour dire. Ouais, merci pour l'invitation. Salut Clément. Euh, Effectivement, moi, quand j'ai reçu ton invitation et je te l'ai verbalisé avant, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter sur le sujet de bipolarité. Et puis, c'est vrai que tu as un peu désamorcé le truc en disant non, mon but, c'est surtout de te poser des questions sur ton sujet d'expertise et d'apporter de la valeur là-dessus. Et oui, on se connaît déjà. On avait travaillé ensemble dans une entreprise sur une expérience professionnelle passée. C'est vrai qu'on a toujours gardé un petit peu contact. On avait gardé une connexion assez sympa tous les deux. Euh, et donc, qui je suis? Donc, moi, c'est Clément Desplat et je suis. Effectivement, j'aide des personnes au niveau de la nutrition et au niveau de la perte de poids. Du coup, je précise Desplat, c'est mon vrai nom, c'est pas un nom de branding ou ce genre de choses. Je m'appelle vraiment Clément Desplat. Pour parler d'alimentation et surtout, en fait, aider les personnes à perdre du poids sans frustration. Donc, je suis beaucoup autour de la perte de poids aussi, certes aussi au niveau de la santé, etc. Euh, à perdre du poids sans frustration et sans le reprendre derrière. Donc, on aura probablement l'occasion d'échanger un petit peu juste après sur les tenants et aboutissants de tout ça. Mais la raison pour laquelle je m'axe énormément sur la perte de poids, c'est parce que c'est le critère, donc le taux de masse grasse, le fait à quel point on va être en surpoids ou pas, va être le critère numéro un pour ce qui est de la longévité, mais également le bien-être, etc. C'est vraiment là où on va avoir le plus, on va dire, c'est le quick fix un peu, on va dire, c'est un peu l'opportunité, la première opportunité, le 80-20, c'est à partir du moment où on fait de la perte de poids déjà, alors qu'on était en surpoids, et ben, on va améliorer beaucoup de facteurs, quoi. Donc voilà. C'est parfait. Peut-être revenir un peu aux bases, parce que en fait, la nutrition, je trouve que c'est un truc dont on parle beaucoup. Et Mhm. pour autant, il y a un peu tout et son contraire des fois, entre les Ouais. différents régimes. Et peut-être, je pense, de rapidement nous faire un petit cours sur c'est quoi justement, tu parlais de taux de masse grasse. Peut-être même vraiment, c'est comment est-ce qu'on sait si on est en surpoids. Parce que, en fait, moi, j'avoue, je connais pas très bien le domaine. Et Mhm. j'ai l'impression qu'il y en a qui calculent les calories, il y en a d'autres qui disent que c'est par rapport à ta taille et ton poids. Enfin bon, voilà, comment ça se passe? Ok. Euh, Effectivement, le plus important, je trouve, c'est déjà de faire un diagnostic, tu vois, concrètement, quelle est ma situation actuelle, où j'en suis. Euh, Nous, ce qu'on propose, j'ai un calculateur que je distribue d'ailleurs sur les réseaux qui permet de calculer sa masse grasse. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de masse grasse et pas d'IMC, par exemple? Probablement que ceux qui écoutent ce podcast vont se dire qu'ils connaissent l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est malheureusement la donnée qui est beaucoup utilisée dans le médical, en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indice de masse corporelle, c'est un indice pour voir effectivement si tu es en surpoids ou en obésité qui est utilisé dans le monde médical et qui est très simpliste dans la mesure où on va utiliser ton poids et ta taille. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que deux personnes peuvent faire le même poids et la même taille, mais pas du tout être dans la même santé métabolique et pas du tout avoir le même type de physique. Teddy Riner a un IMC d'obésité morbide. Bon, Teddy Riner se porte très bien, je pense. Mais ça, à la limite, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est l'opposé, en fait. C'est que ce sont les personnes qui vont être des faux négatifs dans la mesure où ils vont être considérés comme ayant un poids sain avec leur IMC, alors que potentiellement ils sont en surpoids en obésité ou en obésité avec les mêmes risques pour la santé. Euh, et la raison pour laquelle je préfère calculer le taux de masse grasse, c'est que comme on se fie que au poids et à la taille dans l'IMC, on ne va pas prendre en compte quelle est votre masse musculaire, on ne va pas prendre en compte quelle est du coup votre masse graisseuse, alors qu'à la base, c'est ça qui va nous intéresser pour voir la santé métabolique. Donc l'IMC, c'est quelque chose qui a perduré parce que c'est très simple à calculer et surtout, c'est super pratique pour faire des données démographiques. Donc pour dire, bah, tu vois, dans le pays, on a tant de personnes en surpoids, etc. Parce que le poids et la taille, c'est facile. Si on demandait demain à chacun de nous donner son taux de masse grasse, ça serait plus compliqué. Donc, c'est parti de là. Le taux de masse grasse, quand je parle de ça, je ne parle pas du taux qui est calculé par votre balance à impédance métrie à 60 balles que vous avez trouvé chez, chez, chez un revendeur. C'est plus
En général, oui, l'impédance-métrie peut être intéressante, mais plus sur des balances qui généralement sont très onéreuses, coûtent assez cher dans le monde médical. Ou alors, il y a des manières beaucoup plus simples en fait de le faire. Moi, j'ai mis au point un calculateur qui permet de le faire à partir de ce qu'on appelle la méthode de l'US Navy. Donc, ça a été mis au point par l'US Navy. Et en gros, avec simplement des mensurations, à savoir tour de cou, tour de taille pour les hommes, et tour de cou, tour de taille, tour de hanche pour les femmes, on peut avoir une très bonne estimation de ton taux de masse grasse. Et donc, c'est le taux de masse grasse qui va nous dire si tu es potentiellement en surpoids ou alors en obésité. Et c'est intéressant parce que régulièrement, ça m'arrive d'accompagner des personnes qui, quand on fait un peu le diagnostic de départ, se rendent compte, alors qu'elles ont un IMC sain ou qu'elles se pensaient probablement en léger surpoids, tombent sur le mot obésité. Et en fait, l'obésité, c'est le mot obésité, obèse, c'est vraiment, nous, on a le. Il y a tout un background un peu social derrière où on se dit obèse égale obésité morbide, égale vraiment gargantua, tu vois, tu penses juste à des personnes dans certains extrêmes. Alors que l'obésité, c'est une maladie, en fait. Donc, c'est un terme médical. Et en fait, c'est un point à partir duquel ton niveau de risque sur certaines maladies, notamment, va exploser. Je pense au diabète, par exemple. Je pense à du coup, ensuite, différents types de cancers, Alzheimer, santé cardiovasculaire, etc. Et du coup, il y a des personnes qui tombent nez à nez avec le fait que, bah oui, ils sont en obésité. Et en fait, malgré le fait qu'ils ne sont pas forcément très massifs, en fait, ils ont très peu de masse musculaire parce qu'ils sont très sédentaires, comme l'écrasante majorité des individus aujourd'hui. Et du coup, ils ont ce qu'on appelle une obésité sarcopénique. Donc, c'est une obésité avec une faible masse musculaire et qui, du coup, bah, on va dire, tant que tu gardes ton pull et ton t-shirt, ça ne se voit pas. Mais en fait, en dessous, c'est principalement que du gras avec les mêmes risques pour la santé qu'une personne qui serait plus massive, quoi. Ouais, et c'est vrai, c'est un sujet aussi, parce que l'air de rien, ouais, ben, on ne sait pas trop, et c'est vrai que c'est bien que tu le dises. Je mettrai en lien, du coup, ton test qui permet justement de voir sa masse Mhm. de gras. Euh, En fait, ouais, il y a vraiment ça. Et pour revenir un petit peu aussi aux bases, comment est-ce que tu définirais le lien entre bah, justement alimentation et santé mentale? Parce que moi, de plus en plus, je vois beaucoup d'études scientifiques qui montrent une corrélation. Est-ce Mhm. que toi, tu as un peu étudié le sujet et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, carrément. Alors, est-ce que j'ai étudié le sujet en très grosse profondeur? Pas forcément. Je pense pas que je serai le spécialiste pour faire le lien entre les deux. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, on essaye dans notre approche de vraiment mettre le côté psychologique et émotionnel devant pour ce qui est des approches de perte de poids, et j'en parlerai un petit peu après, mais pour ce qui est des conséquences du surpoids sur la santé mentale, il y en a et ça a été étudié. Euh, il y a une étude en 2019 qui a montré un rapport de cause à effet en fait entre la mauvaise santé métabolique. Donc, c'est pas forcément une question de surpoids. Quand on est en surpoids, généralement, on a une mauvaise santé métabolique, mais ça peut être à cause d'un diabète de type 2 ou ce genre de choses. Et ben, ça entraîne un risque accru de plus 19 à plus 60% de risque de dépression. Tu vois. Ce qui peut quand même être assez élevé. Et en cas d'obésité, donc la mauvaise santé métabolique, ça peut commencer juste dès le surpoids. L'obésité, là, donc c'est un cas un peu plus extrême. Là, tu passes de 30 à 83% de risque de dépression supplémentaire. Tu vois. Donc oui, il y a clairement un risque là-dessus. Il y a aussi le fait que généralement, même si ce n'est pas directement lié au fait que les personnes sont en surpoids, mais souvent les personnes qui sont en surpoids sont aussi des personnes qui ont des problèmes aussi en termes de micronutrition et d'éducation alimentaire, de comment bien s'alimenter, etc. Et donc forcément, le fait de manquer de certains micronutriments va poser des soucis. Euh, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié, en fait. On sait par exemple que ta santé intestinale est directement liée potentiellement aussi à ta santé mentale, et ça, il y a un lien entre le cerveau et les intestins. On sait aussi que il y a tout communique par des hormones, en fait, et c'est ça qui, je trouve, est très perturbant, c'est qu'on se dit que nos comportements, nos émotions, nos manières de réagir à certains événements vont être influencés par notre système hormonal, qui lui-même est influencé par des choses aussi bêtes que la qualité de ton sommeil, euh, combien tu as de magnésium, de zinc, de vitamine D dans ton sang, tu vois, ce genre de choses, ce qui peut être assez déroutant, mais du coup, voilà. En tout cas, par exemple, mes clientes qui cherchent à perdre du poids, on met toujours on a comme première étape de optimiser le autour, tu vois, optimiser le sommeil, la gestion du stress, optimiser la micronutrition pour faire en sorte justement que la suite soit beaucoup plus facile parce que bah, bizarrement, quand on dort bien, qu'on mange correctement et qu'on a les nutriments dont on a besoin, c'est les défis du quotidien, les obstacles du quotidien sont plus faciles à gérer en fait.
Ouais. Et c'est ça, de toute façon, maintenant, on est de plus en plus dans cette logique assez holistique où tu sais que tout est connecté. Mhm. Et à partir de là, ouais, si tu dors bien, tu améliores ta nutrition, enfin, t'améliores plein de choses. Tu parles de Bah, tu dis plusieurs. on, mais je pense qu'on est aussi dans une bulle peut-être de la création sur Internet ou ce genre de choses. On voit ça, mais dans la convention des choses, tu vois, dans la médecine conventionnelle, tu vas soit avoir un nutritionniste, soit avoir un psy, mais tu as rarement quelqu'un qui va avoir les deux facettes pour pouvoir t'aider à avancer sur ces points-là. Euh, et ce qui, je pense, en fait, est très limitant parce que les deux communiquent pas entre eux, en fait. Donc, le nutritionniste, il va dire à un moment donné, bah, je suis désolé, vous avez des troubles du comportement alimentaire et du coup, je vous propose d'aller plutôt voir un psy par rapport à ça. Et le psy, il va aller essayer de traiter les sources potentiellement des traumas, etc., qu'il y a derrière ce trouble du comportement alimentaire, mais il va pas être en mesure de donner des conseils sur la nutrition non plus, quoi. Ah, mais clairement. Et en fait, c'est un souci. Enfin, nous, on s'en est rendu compte il y a maintenant un certain temps, c'est que en fait, tout le monde est un peu dans son silo dans la médecine. C'est encore le cas. Alors, il y en a qui font très bien les choses, et je connais des psychiatres notamment qui font aussi de la nutrition, mais ils restent minoritaires. Et ouais, mais bon, en tout cas, de ce qu'on dit depuis un certain temps, en tout cas, si on parle de bipolaire, c'est que vraiment tout est connecté. Et que, comme tu le dis assez bien, Clément, quand tu dors bien, généralement, tu as moins de problèmes de poids, tu as moins de problèmes de stress, tu as moins de problèmes de changement d'humeur et que tout est lié. Moi, je dis toujours, il y a 6 bases de la santé, toujours curieux d'avoir, mais moi, je dis toujours, il y a nutrition, hydratation, sport, liens sociaux, sommeil et lumière. Et grosso modo, ces 6 trucs, tout le reste découle à peu près de ça. Et Mhm. que, grosso modo, justement, si on se concentre un peu plus sur la nutrition, il y a plein de concepts à comprendre qui ne sont pas toujours simples, je trouve. Tu as parlé notamment des micronutriments. Est-ce que tu peux bien m'expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne? Ouais, bien sûr. En fait, dans un aliment, encore une fois, je fais simple et surtout, là, c'est en tout cas comme ça qu'on catégorise ces éléments-là avec nos mots à nous. Mais dans un aliment, tu vas avoir ce qu'on appelle des macronutriments. Donc, les macronutriments, c'est ce qui va constituer les calories de cet aliment. Donc, ça va être, il y en a. Alors, techniquement, il y en a quatre, parce qu'il y a l'alcool dedans, mais l'alcool, on va le mettre de côté parce que c'est pas vraiment quelque chose d'essentiel. Euh, mais sinon, on va avoir les lipides, donc qui sont les graisses, on va avoir les hydrates de carbone, donc les glucides, et on va avoir les protides, donc les protéines. Donc glucides, lipides, protéines. Donc en gros, les sucres, les protéines et les graisses. Ça, c'est ce qui va faire les calories qu'il y a dans un nutriment et donc c'est ce qui va apporter de l'énergie. Et ces macronutriments vont avoir des rôles différents. Dans ces aliments, on va également avoir des micronutriments. Les micronutriments, c'est ce qui va être les vitamines, les minéraux et les oligoéléments qui, en fait, est un terme un peu pompeux pour parler de minéraux dont on a besoin en fait en très petite quantité, en quantité infime. Donc, un minéral dont les besoins sont très, très infimes, on appelle ça un oligoélément. Euh, et en fait, ça va être, entre guillemets, une forme de carburant pour le corps pour différents fonctionnements dans le corps. Euh, Par exemple, une personne une personne qui est sujette au stress beaucoup, elle va avoir une plus grosse consommation de magnésium et ça va être intéressant de complémenter en magnésium parce que ça aide notamment à gérer ça, à gérer la qualité du sommeil, etc. Le zinc va avoir, lui, une fonction pas mal aussi au niveau du système immunitaire notamment, au niveau également des hormones sexuelles. Euh, donc ça va être intéressant. La vitamine D, elle, va être un peu une catégorie à part parce qu'elle a presque une fonction d'hormone directement dans le corps. Mais voilà, c'est globalement des vitamines et des minéraux qui ensuite vont avoir des répercussions au quotidien. Certains sont plus faciles à avoir dans l'alimentation que d'autres. C'est pour ça que souvent, il y en a certains qui sont très intéressants avec lesquels se supplémenter, quoi. Je reviens vraiment aux bases, parce que, enfin, même, sincèrement, moi, c'est pas hyper clair encore dans ma tête, mais tu vois, tu parles d'hormones, donc tu as les macronutriments, les micronutriments. Macro, grosso modo, il y en a trois. Donc, on a dit glucides, lipides, protides, c'est ça? C'est ça.
En gros, et quand tu prends un aliment, et ça, c'est ce qui fait les calories, pardon. Et ensuite, tu as les micronutriments qui sont aussi dans l'aliment. Et là, ça va être, par exemple, le magnésium, c'est un micronutriment, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un minéral. Ok. Le magnésium, le zinc, le fer, tu vois, le sélénium, toutes ces choses-là, ce sont des minéraux et oligoéléments dont on a besoin au quotidien. Et après, tu as les vitamines A, B, C, D, Qui sont des micronutriments aussi. qui sont également des micronutriments. Ouais. Ok, donc grosso modo, imaginons qu'on mange une pomme. Ouais. Donc tu vas avoir, tu sais, par avoir une pomme à peu près pour nous donner un exemple, ou tu peux te prendre un autre aliment si tu veux. Ouais, bah, dans une pomme, on va avoir typiquement plutôt des glucides. Donc, on va avoir des sucres notamment sous forme de fructose. Encore une fois, il n'y a rien à diaboliser là-dedans. Le sucre n'est pas toxique pour la santé, c'est OK. Et il va y avoir pas mal d'eau qui va contenir également des nutriments, des micronutriments pour le coup. Et c'est pour ça qu'on va voir ce qu'on appelle des nutriments qui sont hydrosolubles. Ça veut dire des vitamines et des nutriments qui sont uniquement dans l'eau. Et on a d'autres nutriments qui vont être liposolubles et qui vont être plutôt dans la graisse. Donc, dans une pomme, on n'a pas de graisse, on n'aura pas de nutriments liposolubles. Par contre, on aura des nutriments hydrosolubles comme la vitamine C, par exemple, ou comme voilà, d'autres types de nutriments. Est-ce que je peux te faire là un tableau d'exactement les nutriments qu'il y a dans la pomme? Non. Euh, je pense que Google sera meilleur que moi pour répondre à cette question. Mais en tous les cas, voilà, en gros, ce qui fait, on va dire, en fait, tu vois, parfois on te parle de oui, pour perdre du poids, il suffit d'avoir un déficit calorique. Alors, ce qui est vrai, mais c'est à peu près aussi pertinent comme phrase que te dire, bon, bah, Clément, pour perdre du poids, pardon, c'est comme si je te disais, Clément, pour être riche, il te suffit de gagner plus d'argent que ce que tu dépenses. Ok, merci. Maintenant, je fais comment? Et en fait, derrière, on va dire les conceptions de ce qui vont être un aliment sain ou un aliment moins sain, c'est plus qu'on va dire qu'il y a des aliments qui vont être plus intéressants en termes de micronutriments et d'autres qui vont être un peu plus vides, entre guillemets. Typiquement, si tu as un repas qui va contenir, je sais pas moi, bon, le repas habituel de bodybuilder, genre blanc de poulet avec du riz. Euh, si tu retires les légumes, par exemple, de ça, bon, bah, on va avoir assez peu de nutriments dedans. Il y en a un peu dans le poulet, mais moins que si on avait pris, par exemple, une viande rouge ou des abats ou potentiellement d'autres ou du poisson ou ce genre de choses. Et bah, le riz, comme la plupart des féculents, c'est assez pauvre en micronutriments. C'est une source d'énergie qui est très facile et rapide pour le corps et c'est intéressant, mais notamment pour les sportifs. Mais on va avoir besoin d'un minimum d'apport en fruits et légumes, justement, pour avoir ces nutriments-là. Maintenant, moi, j'avoue que j'aime bien être dans le 80-20, donc le 20% d'effort pour 80% des résultats. Vous ne prenez pas la tête sur quels fruits et légumes je dois manger pour avoir tel ou tel nutriment. Mangez juste 400 à 600 grammes de fruits et légumes par jour avec suffisamment de protéines et dans votre budget calorique ou dans le nécessaire pour être à un poids sain et vous aurez fait le travail. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Ouais, on en revient aux 5 fruits et légumes par jour, on a tous vu la pub. Bah, c'est un peu une version simplifiée de ça, mais globalement, c'est ça, ouais, 5% de fruits et légumes par jour, ça vient globalement à une moyenne de 500 grammes. 500 grammes, ça va vite, honnêtement. Une pomme, ça fait 150 grammes, un peu plus. Donc, tu vois, ça va très vite. Et d'ailleurs, pas de préférence entre les fruits et les légumes, hein. Chacun fait comme il préfère, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis voilà, et après, ça dépend des objectifs de chacun. Ouais, c'est ça. Et parce qu'il y a un truc, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, quand tu prends certains médicaments dans la bipolarité, ça peut entraîner des fortes prises de poids, parce que en fait, tu as une perte notamment de satiété, et puis il y a d'autres raisons. Ouais. Et du coup, il y a vraiment cette problématique, et que je vois beaucoup à titre personnel et qui me désole un peu, c'est que bah, beaucoup de psychiatres et de médecins qui vont donc proposer des médicaments à leurs patients en leur disant bon, bah, c'est le médicament qu'il te faut pour te stabiliser. Et ce qui est super, hein, parce que ça peut aider quand même à faire descendre une phase maniaque ou dépressive qui est quand même problématique. Mais par contre, on laisse la personne avec son médicament sans lui donner justement cette assise et cette aide au niveau de la nutrition pour Mhm. éviter justement bah, de prendre beaucoup de poids et souvent, bah, ouais, ça va être cette problématique. Et notamment, quand tu sais justement, mais je ne sais pas si tu veux y répondre, hein, mais quand tu sais que tu vas avoir un risque de prise de poids importante,
Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Ouais, merci de soulever ce sujet-là, et qui est particulièrement intéressant. J'ai déjà accompagné des personnes bipolaires dans la perte de poids. Et en fait, ça va être des enjeux similaires à des personnes qui, par exemple, vont prendre des antidépresseurs et qui également sont des médicaments qui peuvent faire prendre du poids. Il y a plein de types de traitements qui peuvent faire prendre du poids. Je pense, tout comme il y a plein d'événements comme la ménopause pour les femmes qui va entraîner une prise de poids ou ce genre de choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun traitement, et vraiment, j'assume ce que je dis à 100%, il n'y a aucun traitement qui, par magie, va vous faire prendre du poids. Il n'y a pas un traitement où, parce que tu prends ce traitement, juste ce traitement, tu vas prendre du poids. Dans le sens où, si tu prenais que ce traitement dans ta journée et aucun aliment, tu ne vas pas prendre de poids. En revanche, il y a des traitements qui vont affecter deux choses. Soit ils vont affecter ta proportion à bouger, et donc à faire des mouvements, etc. Mais sans forcément parler de marcher, etc. ou faire du sport, mais ça peut être juste les micro-mouvements du quotidien, etc. Il y a des traitements qui vont te rendre un peu plus léthargique et qui naturellement vont te faire brûler moins d'énergie dans la journée et donc du coup vont faciliter la prise de poids. Il y a également des traitements qui vont avoir un effet sur typiquement la leptine, par exemple, qui est une hormone de la faim, et la gréline. Donc la leptine et la gréline, c'est ce qui gère la faim et la satiété. Et typiquement, ça peut altérer tes sensibilités à ces hormones-là et du coup, faire fluctuer ton appétit. Et en fait, naturellement, tu vas avoir tendance à manger un petit peu plus ou un petit peu moins, ou etc. Et ça va faire fluctuer ton poids, en fait. Mais en fait, ce que ça veut juste dire, et c'est pour ça que c'est super intéressant qu'on parle de ça maintenant, c'est que quand tu es sous ce type de traitement, tu ne peux pas te contenter de manger à l'intuition. Il va falloir à un moment donné développer une forme de stratégie alimentaire. Et je pense que beaucoup de personnes sont retrouvées dans cette situation de toute leur vie, ils ont réussi à manger leur intuition et avoir un poids relativement sain. Et en fait, il y a eu un événement déclencheur qui a fait que, bam, il y a eu une énorme prise de poids. Et ça peut être subtil, hein, mais tu vois, on parlait du sommeil juste avant. Tu sais qu'une personne qui dort moins de 6 heures de sommeil par nuit, et je parle de 6 heures de sommeil, hein, pas dans le lit, vraiment 6 heures de sommeil efficace, une personne qui fait moins de 6 heures, qui descend sous la barre des 6 heures, elle a tendance à manger 20% de plus le lendemain. Et manger 20% de plus le lendemain, en cumulé dans les assiettes, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que moi, demain, je rajoute 20% à ton assiette, en vrai, tu vas à peine le noter. Dans ton quotidien, tu ne vas pas faire gaffe. Par contre, les répercussions sur ton poids sont juste énormes sur le long terme, en fait. Parce que tu manges 20% au-dessus de tes besoins. Et un surplus calorique de 20%, c'est énorme. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Ouais, concrètement, parce que d'ailleurs, peut-être revenir aux bases au niveau du nombre de calories. C'est vrai que c'est des trucs. Bon, donne-moi les infos, mais je vais donner des chiffres qui sont faux, donc lance-toi. Ok. Si tu veux, on peut faire un exercice intéressant. On peut calculer, toi, tes besoins caloriques. Ouais. Est-ce que tu sais me dire ton poids et ta taille déjà? Alors, je fais 1,82 m et au niveau de mon poids, la dernière fois que je me suis pesé, je faisais 81 kilos. Donc 81 kilos pour 1,82 m. Est-ce que tu te considères sportif ou plutôt sédentaire ou... Parce que j'imagine que tu n'as jamais calculé ton taux de masse grasse, donc là on va essayer de l'estimer en gros. Ouais, non, j'ai jamais calculé. Et même mon poids, je pense que c'est un peu mieux. Mais grosso modo, je fais du sport 2 à 3 fois par semaine, Ok, plutôt natation ou course à pied. ok. Je marche Euh, beaucoup, par contre. Ça, c'est l'avantage. Je marche au moins 1 h 30 par jour. Je vais aller 2 heures par jour en moyenne, en plus du ok, sport. ok, c'est cool. Moi, ce que je veux juste, c'est plutôt estimer. Enfin, ceci dit, ouais, donc tu as plus de 10 000 pas par jour. Et en taux de masse grasse, à mon avis, euh, on voit pas, te- on voit pas tes abdos. T'as pas une forte masse musculaire, je pense pas. Tu fais pas de musculation. Non, je fais pas de muscu. Grosso modo, non, on voit pas mes abdos. Bon, j'ai une bouée quand je suis assis, qui est légère, et quand je suis debout, en fait, j'ai pas de bouée, quoi. Ok, ok, ça marche. Donc oui, tu dois être sur du, allez, 19% de masse grasse dans ces eaux-là. Ça veut dire que si tu restes, encore une fois, c'est une estimation.
D'accord? Parce qu'en plus, on n'a pas fait, si tu m'avais donné ton tour de cou, ton tour de taille, etc., on a fait des choses plus intéressantes. Là, c'est une estimation. Mais en gros, si tu fais rien de ta journée et que tu restes dans un canapé, tu serais à une dépense qui serait autour des 1700 calories si tu fais rien du tout. C'est un avantage que tu as parce que tu es assez grand. Et donc, du coup, forcément, c'est le gros désavantage qu'ont les femmes par rapport aux hommes. C'est que non seulement elles sont plus petites, mais en plus, elles ont un taux de masse grasse naturellement plus élevé. C'est-à-dire qu'une femme a 10% de masse grasse de plus qu'un homme pour le même statut de santé, on va dire, et le même rendu esthétique. Elles ont besoin de cette graisse, tu vois, c'est un fonctionnement différent, mais ça veut dire aussi que à poids similaire, la différence de métabolisme entre un homme et une femme est assez énorme. Et on leur sert les mêmes portions au restaurant, les mêmes portions en supermarché. Et c'est ce qui fait que c'est plus difficile pour une femme généralement de gérer son poids qu'un homme. Et donc, toi, tu serais autour de 1700 calories au repos. Et globalement, ta dépense calorique journalière, si tu marches vraiment plus de 10 000 pas par jour, etc., tu es autour des 2500 dans ces eaux-là. Encore une fois, c'est une estimation. Mais prenons un autre exemple. On aurait une femme qui fait, allez, 70 kilos, qui est relativement petite, mais qui est quand même en surpoids et qui, du coup, fait environ 35% de masse grasse. Et ben elle, si elle fait rien sur un canapé au repos, elle va brûler 1350 calories. Ça fait une grosse différence. 1350 calories, c'est pas énorme. Et donc, ça veut dire que si elle reste sédentaire, qu'elle n'a pas d'activité particulière, globalement, c'est ce qu'elle va brûler au quotidien. Et en fait, c'est la raison pour laquelle elle va se demander constamment pourquoi est-ce que je perds pas de poids, c'est bloqué, c'est bizarre, etc. Parce que tout le monde autour de moi, et parce qu'en plus, sur les paquets, ils ont le culot de te mettre qu'une femme est censée manger entre 1800 et 2000 calories par jour dans les apports journaliers recommandés, alors que la vérité, c'est que c'est pas le cas, en fait. La plupart des femmes sédentaires aujourd'hui, leur maintenance, elle a 1400, entre 1400 et 1600 calories dans ces eaux-là, grand max. Et pour le coup, effectivement, si elle marche pas mal, ça sera un plus. Mais sinon, c'est ça, elle sera autour peut-être des 1500 calories par jour, quoi. Ouais, et surtout qu'en phase dépressive, comme moi j'ai pu en avoir, là, tu es vraiment sur ton canapé une grande partie de la journée et tu fais rarement du sport. Donc, et c'est ce Exactement. moment où en fait ça explose et tu prends ton poids à ce moment-là. Puis derrière, commencer pour perdre du poids, c'est pas facile, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Justement, parce que en fait, pour moi, c'est un peu le plus simple. En fait, que ce soit dans la bipolarité ou de manière générale, à peu près dans tout, le plus simple, c'est de ne pas aller vers le mauvais comportement, plutôt que d'essayer de justement revenir en arrière pour ne pas prendre du poids. Est-ce que tu as peut-être des conseils assez simples, justement? Alors, donc là, ce qu'on a compris qui est très intéressant, c'est le concept de masse graisseuse, le fait de le calculer, de calculer à peu près ses apports caloriques. Alors, après, c'est toujours la même chose, c'est combien de temps tu vas investir, etc. Et le fait de manger, bien sûr, beaucoup de fruits et légumes, donc, grosso modo, tu peux y aller. Et notamment, ce que tu disais, c'est d'avoir une stratégie, surtout lorsqu'on sait qu'on va avoir un médicament qui va avoir un impact sur nos hormones, que ce soit sur la faim, que ce soit sur la satiété. Et donc, au niveau de cette stratégie, si on devait essayer de simplifier un peu, qu'est-ce que tu dirais, grosso modo? Du coup, on partirait dans ces cas-là d'un premier diagnostic de OK, voilà mon taux de masse grasse, voilà où j'en suis au niveau du poids, etc. Moi, C'est ça. On prend le même exemple que tu as pris. Donc, c'est ça, c'est 39% de masse grasse, assez sédentaire. Je commence à prendre un médicament qui, en plus de ça, va du coup, a priori, OK, donc tu es déjà en surpoids. tu es légèrement en surpoids, on va dire. OK. Parce que souvent, ouais, en fait, je ne sais pas le pourcentage de personnes en surpoids, mais je crois que c'est assez important déjà de base. Je ne sais pas c'est combien de pourcents. 50% en France. Ouais, donc déjà, tu as une chance sur deux. C'est un peu horrible, mais. Et donc, en plus de ça, ouais, donc généralement, tu vas être, imaginons, diagnostiqué dans une phase basse. Donc, ouais, un petit peu de surpoids. Et là, tu sais que tu prends un médicament qui, en plus, va avoir un impact. Ouais. Et voilà, pour te donner le contexte. Ouais. Mon conseil dans ces cas-là, ce serait déjà de faire l'effort de se peser régulièrement. Ce qui est très difficile pour une personne, on va dire pour le commun des mortels, c'est de savoir se peser tous les jours sans accorder d'importance à la pesée individuelle. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus la moyenne sur la semaine, voire encore mieux, la médiane sur la semaine. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. On calcule la médiane sur la semaine, c'est-à-dire que la médiane, c'est un peu comme une moyenne. La différence, c'est qu'elle va avoir tendance à exclure les valeurs extrêmes.
Donc, si jamais, par exemple, tu fais une grosse rétention d'eau du jour au lendemain et tu as pris 1 kilo sur la balance, bah, ça, on va le mettre de côté parce que ce n'est pas un poids représentatif. Et idem, si tu as vomi toute la nuit et que du coup, tu fais 1 kilo de moins, pareil, on va le mettre de côté, ce n'est pas représentatif. Et donc, on va calculer la médiane sur la semaine. Et vraiment, moi, j'observerai la médiane semaine après semaine et je prendrai des mensurations clés comme tour de cou, tour de taille pour les hommes, tour de cou, tour de taille, tour de hanche pour les femmes. Pour ceux qui veulent être un peu plus tatillons là-dessus, vous pouvez également prendre tour de cuisse, tour de mollet et tour de bras, tour de biceps. Et, et ensuite, bah, en faisant des mensurations peut-être 1 à 2 fois par semaine et avec les pesées régulières. Moi, j'ai un tableau qui permet de faire ça pour mes clients. Et en fait, observer est-ce qu'il y a une variation par rapport à ce que je mange suite à ce traitement-là, tu vois. S'il y a une variation à la hausse, en fait, l'avantage du taux de masse grasse, notamment, et de suivre ses pesées régulièrement, c'est on va pouvoir détecter très rapidement s'il y a une variation à la hausse. Et si c'est le cas, bah, commencer à contrôler les calories qu'on mange et essayer de voir. Alors, si de base, on est en surpoids, j'imagine que de toute façon, dès le départ, on a envie de retourner à un poids sain. Et encore une fois, je dis pas ça en mode pour des raisons esthétiques, je dis juste que pour des raisons de santé, si tu es en surpoids, il faut être conscient que ça vient avec des risques. Et je dis toujours à mes clientes, parfois j'ai des clientes qui ont perdu 10 kilos avec moi, mais qui sont encore en léger surpoids parce qu'on venait d'un petit peu loin, tu vois, 10 ou 15 kilos, et dont l'entourage va dire non, mais c'est bon, tu n'as pas besoin de perdre plus, là, tu es bien, etc. Moi, si je vois que son taux de masse grasse est encore en surpoids, je m'en fous de ce que son entourage dit. Mon rôle, c'est de lui conseiller de continuer à perdre encore un peu de poids parce que pour sa santé, c'est mieux. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et du coup, si la personne elle veut perdre du poids, c'est faire une estimation de sa maintenance calorique, même sans forcément savoir comment calculer son estimation. Tu peux prendre tes apports journaliers recommandés autour de 2000 calories pour les hommes. Tu commences là, tu regardes comment varient tes mensurations ou ton poids. Et en fonction de ça, bah, tu augmentes ou tu baisses le budget en fonction de la variation que tu veux. Après, quand tu es en surpoids, généralement, tu peux te permettre de faire un déficit calorique un peu plus agressif. Maintenant, encore une fois, comme je te l'ai dit, ce n'est pas suffisant de se dire il faut juste faire un déficit calorique pour perdre du poids. Parce que c'est comme te dire que pour être plus riche, il suffit de gagner plus d'argent que ce que tu dépenses. En fait, l'idée, c'est oui, il faut faire un déficit calorique pour perdre du poids, mais la raison pour laquelle la plupart des gens reprennent le poids qu'ils perdent après un régime, par exemple, ou le fait qu'ils n'arrivent juste pas à tenir en fait, sur la durée, c'est parce que soit ils ont faim, soit ils ont l'habitude de se… Comment dire ? Sympa le petit emoji là. Soit ils ont faim, soit ils ont notamment des pulsions alimentaires propres à des interdits qui sont donnés pendant la période de perte de poids, tu vois. Le fait de s'interdire certains aliments, etc., c'est vraiment la pire des stratégies pour perdre du poids. Et sinon, il peut y avoir aussi un enjeu sur la partie plus émotionnelle, à savoir gérer ses pulsions émotionnelles, gérer le fait de manger ses émotions, de compenser des ascenseurs émotionnels ou du stress par le fait de manger davantage, etc. Donc, ça va être forcément généralement une de ces 3 choses. C'est pour ça que c'est vachement important, d'une part, nous, ce qu'on fait en fait dans mon approche qui s'appelle Kiffe ta diète, c'est qu'on apprend à avoir un déficit calorique qu'on tient sur du long terme sans avoir faim. Donc, comprendre que le fait d'avoir faim ou pas, c'est pas en fonction du nombre de calories que tu as mangé, mais c'est en fonction du volume que tu as dans l'assiette et du type d'aliment que tu vas manger. Donc, il y a des aliments qui sont plus rassasiants que d'autres. Je pense aux sources de protéines. Manger suffisamment de protéines, c'est super important. Environ 1,8 g par kilo du poids de corps que tu cibles. Typiquement, si ton objectif, c'est d'atteindre, je sais pas, moi, 70 kg, tu multiplies par 1,8 et tu as ton nombre de protéines que tu es censé avoir, tes grammes de protéines. Et je parle du nutriment, pas du grammage de la viande. Je parle vraiment du gramme de protéines. Donc, il faut prendre une application pour suivre ça. Je recommande Yazio, d'ailleurs. Si vous tapez tuto Yazio sur YouTube, vous allez tomber sur une de mes vidéos où je présente comment utiliser l'application. Bref. Et donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, le fait de ne pas avoir faim, comprendre par exemple que les pommes de terre aussi, par rapport aux autres féculents, c'est quelque chose de ultra rassasiant et très stratégique à mettre dans une stratégie de perte de poids. Alors, les pommes de terre au four ou bouillies, mais clairement pas frites ou dans l'huile, tu vois. Ou alors, beaucoup de fruits et légumes pour avoir beaucoup de volume, etc. dans l'assiette, ça va être important. Et puis voilà, avec ces leviers-là, en fait, réussir à ne pas avoir faim. Le deuxième, éviter les interdits. Donc, il faut intégrer sous une forme ou une autre quelques-uns de tes péchés mignons pour éviter les interdits alimentaires. Sinon, tu déclenches un effet psychologique qui est très étudié, qui s'appelle l'effet du fruit défendu. Et en gros, c'est un peu le pense pas un éléphant rose, mais version alimentation. Ça veut dire que si je te dis demain, Clément,
tu as interdiction de manger du chocolat pour perdre du poids, non seulement tu vas penser beaucoup plus au chocolat, le fait de te l'être interdit, mais en plus de ça, quand tu vas y penser, ça ne sera pas juste à du chocolat. Ça sera la plus belle tablette de chocolat que tu as jamais vue de ta vie, avec une lumière divine derrière, des anges qui chantent autour. Tu vois, ça devient un objet de fantasme. Et ça, c'est alarmant parce que ça entretient une relation presque toxique à ces aliments-là. Et ça peut entraîner des troubles du comportement alimentaire. C'est pour ça qu'on va éviter. Et ensuite, sur la partie purement émotionnelle, il y a des exercices qu'on peut faire. Ça passe par un peu de visualisation, un peu de respiration. On a parlé un peu de ça en off, le côté respiration, ça peut aider beaucoup. Un exercice qui s'appelle la pensée future épisodique, par exemple, qui est le fait de, c'est tout simple, hein, mais c'est le fait de te dire que tu as une opportunité d'un aliment qui ne fait pas partie de ta stratégie alimentaire et d'une sorte de craquage que tu n'as pas envie de faire, plutôt que de te focaliser sur cet aliment, essayer de te projeter sur ce que tu vas pouvoir te cuisiner ou te préparer, qui est également très bon, mais qui rentre beaucoup plus dans ta diète que tu vas pouvoir faire quand tu vas rentrer chez toi. Voilà, c'est un des exemples. Après, nous, ce qu'on fait, par exemple, dans notre accompagnement, c'est que je suis accompagné d'une intervenante externe qui est spécialisée dans la psychologie comportementale et la gestion des addictions. Et du coup, on fait des vrais exercices pour pallier à cette partie-là émotionnelle qui est autrement plus complexe. Voilà. C'est ça, et en fait, on le répétera jamais assez, mais vu que tout est lié, pas hésiter à faire appel. Souvent, en tout cas, on est suivi par un psychiatre, un psychologue, donc pas hésiter aussi à en parler et d'avoir cette double compétence, en fait. Parce que, je pense qu'il y a un côté qui est très, en tout cas moi que je peux avoir, qui est de je suis stressé, je rentre du journée de boulot et je rentre et je dévore ce que je trouve devant moi, quoi. C'est clair. Et ça, c'est assez commun et je pense pas être le seul. Et du coup, encore plus quand tu as des médicaments qui t'aident pas. Donc, je pense qu'il faut le dire, c'est un petit peu plus dur, je pense, encore pour nous, surtout avec l'aspect médicamenteux, avec l'aspect gestion des humeurs, etc. Mais en étant bien accompagné, avec des bonnes bases, ça peut clairement faire la différence. Et surtout, je pense, anticiper, moi, je pense que je ne dirai jamais assez, c'est que, on le sait, hein, moi, je le vois beaucoup dans les groupes de parole qu'on a, dans les communautés qu'on a, personnes qui ont peur de prendre un médicament parce qu'ils savent que concrètement, ça va avoir un impact sur leur satiété et sur leurs hormones. Et de se dire, OK, si je le prends, il va falloir tout de suite que je mette en place une stratégie. Et tu l'as donné, la stratégie. C'est déjà une belle base. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Je mettrai le lien sur ce que fait Clément avec l'indice de masse graisseuse. Je reviens un petit peu sur des sujets, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté anxiété, dépression, et le fait que l'alimentation, je ne suis pas expert, mais j'ai le sentiment, tu disais déjà notamment que l'obésité a un impact sur la probabilité d'avoir une dépression, mais j'ai le sentiment un peu, même si je n'ai pas vu d'études, que le temps que tu vas passer en dépression dépend aussi de ton alimentation. Et que moi, ça a pu m'arriver par le passé, où en fait j'étais en dépression. Et donc j'étais en dépression, je mangeais mal. Donc, grosso modo, je mangeais des pâtes avec de la sauce tomate et du gruyère quasiment tous les jours. Et du coup, j'ai eu l'impression que ça a prolongé le temps que j'ai passé en dépression. Est-ce que tu as déjà vu des choses comme ça, ou quel est l'impact que ça peut avoir sur l'humeur, justement? C'est plus un schéma général et c'est ça qui est très difficile et très traître avec la dépression. C'est que quand tu es dans une phase de dépression, tu n'as pas envie de voir du monde, tu n'as pas envie de manger sainement, tu n'as pas envie de bouger. Et en fait, c'est littéralement les 3 choses dont tu as besoin pour sortir de la dépression. Entre autres, pas que, hein, bien sûr, mais en tout cas, les 3 choses qui peuvent le plus t'aider dans ce que tu peux implémenter dans ton quotidien assez facilement. Et c'est ça qui est assez difficile, c'est que en fait, tu rentres dans un schéma de plaisir court terme et assez facile, en fait, parce que tu veux pas forcément te donner la peine d'aller beaucoup plus loin et parce que, tu vois, tu restes dans ces schémas-là et en fait, tu t'entretiens un cercle vicieux. C'est pour ça que là encore, c'est différent parce que tu parles de dépression, mais sans forcément aller jusqu'à la dépression, l'être humain peut naturellement être propice à avoir ce genre de schéma, tu vois, de un peu rester dans une forme de facilité qui fait qu'ensuite ça entretient
à ce cercle vicieux qui va te faire prendre du poids et puis avoir ensuite une moins bonne opinion de toi-même et qui du coup va ensuite te faire entrer dans une forme de misère sociale et ainsi de suite et ça va en s'accentuant. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de, comme tu le disais, tu vois, d'en parler de ça, euh, de le partager potentiellement avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques. Euh, et également le fait de, voilà, c'est ça, d'être en recherche de solutions. Je pense que tu as un peu parfois un syndrome de vouloir s'en sortir absolument tout seul, alors que il y a des personnes qui peuvent t'aider pour sortir de ces problématiques-là, quoi, tu vois. Euh, et ça, je pense que ça, je pense que c'est important. Ouais, je pense qu'on ne dira jamais assez, hein, mais c'est la clé, c'est toujours demander de l'aide, de ne pas avoir honte de demander de l'aide, parce que d'autant plus quand on est concerné par la bipolarité. En fait, moi, je l'ai accepté et ça fait partie de moi. C'est-à-dire que quand je sens que c'est difficile, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé. Je pense de réussir à demander, voilà, avoir une séance plutôt avec mon psychologue, ou même appeler ma maman, ou Mhm, même parler avec ma compagne, etc. Et que c'est hyper mhm, important. Et je pense que dans la partie alimentaire, il y a un côté un peu tabou. On peut le faire aussi dans les communautés d'entraide. Je pense que ça marche très bien. Des fois, de le faire avec des personnes qui sont aussi concernées, qui ont les mêmes problématiques, qui sont passées par les mêmes schémas. Il y a un truc aussi que je me pose comme question, c'est que on entend beaucoup parler de régimes alimentaires qui sont quand même assez contraignants. Est-ce que toi, tu as t'as des retours par rapport à justement le faire en ayant en plus un trouble psychique comme la bipolarité? Parce que enfin, moi, le feeling que j'ai, mais n'hésite pas à déconstruire ce que je viens d'expliquer, c'est que en fait, c'est encore plus dur des fois pour nous d'avoir, on va dire, une rigueur plus significative. C'est-à-dire qu'il y a encore plus ce côté où, ouais, quand on est en phase down ou up, ou quand on est stressé, ça va être encore plus dur de résister, justement. Tu parlais de ce concept d'interdire certains aliments, mais même, est-ce que du coup, qu'est-ce que tu en penses, justement, et qu'est-ce que tu penses, justement, de la gestion d'avoir des trucs qui sont trop contraignants? Justement, en fait, pour moi, c'est ce qui conditionne un effet yo-yo. Donc, l'effet yo-yo, c'est quand tu perds du poids et que tu le reprends derrière, voire plus. Un effet yo-yo, ça peut être sur des amplitudes de 15-20 kilos, mais ça peut être aussi sur des amplitudes de 5 kilos ou moins. Ça arrive. En tout cas, ça devient un problème à partir du moment où c'est contraire à tes objectifs à toi, tu vois, et que c'est contraire à ta volonté à toi. Euh, et en fait, on ne se rend pas compte que quand on passe par des régimes un petit peu drastiques, par des choses, tu vois, les régimes un peu à la mode qu'on peut trouver sur les réseaux, etc., qui sont beaucoup autour de l'interdiction, euh, on se conditionne en fait à faire un effet yo-yo derrière. Parce qu'à partir du moment où tu suis un régime avec une approche que à peine tu l'as commencé, tu espères que ça va finir rapidement et que tu pourras pas le tenir sur du long terme, en fait, tu vas cumuler une frustration sur la durée de ton régime que tu vas devoir relâcher à un moment donné. C'est une illusion que de penser que tu peux tirer un élastique dans un sens sans avoir le rebond dans l'autre sens, en fait. Euh, et en fait, voilà, le problème, c'est quand on reste dans ces schémas-là et qu'on se dit, OK, je vais faire des interdictions. Perdre du poids, c'est une chose. Le stabiliser, c'en est une autre. Voilà. Et c'est pour ça que, tu vois, quand on fait des accompagnements, nous, sur 4 mois, par exemple, donc c'est généralement le schéma d'accompagnement, on prend le temps de perdre entre 8 et 12 kilos, tu vois, ou moins, hein, si la personne a besoin de perdre moins, mais en tout cas de perdre entre 8 et 12 kilos sur les 3 premiers mois, et ensuite faire toute une période de stabilisation et d'éduquer aussi la personne sur son alimentation, parce que je pense que ce qui est important, c'est que la personne, quand elle repart, elle est autonome, tu vois, elle n'a plus besoin de nous, elle a ses schémas alimentaires à elle, qui fonctionnent bien avec sa vie à elle, et c'est pour ça que je ne crois pas au régime lambda. Moi, je crois à une... en fait, c'est pas à toi de t'adapter à une diète de merde, tu vois, c'est plutôt la diète qui doit s'adapter à toi. Je pense que c'est ça qui est le plus important à retenir. Je pense que c'est très bien dit. Il y a une question, alors c'est pas toujours simple, mais lance-toi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? C'est un peu la question du podcast que je pose à chaque fois. Donc, prends le temps de la réflexion. Quand tu dis dans la santé mentale, est-ce que tu parles de la population? Est-ce que tu parles du système de santé? Est-ce que tu parles de...
Comme tu veux. C'est vraiment hyper ouvert Ok. C'est pas le genre de question que j'aime bien parce que, en fait, le truc, et je vais t'expliquer mon raisonnement derrière, c'est que, tu vois, on pourrait se dire, bah, si j'ai une baguette magique, j'éradiquerai toute forme de problème de santé mentale, par exemple. Tu vois, ça pourrait être. Moi, je veux pas être la personne qui a cette responsabilité-là parce que je, je pense que les choses existent pour une raison aussi et que je pense que dans le chemin individuel pour réussir comment dire, à outrepasser en fait une condition de santé mentale ou même des événements autour de la santé mentale dans la famille ou l'entourage, etc., va également apporter ou a le potentiel d'apporter un équivalent positif dans un autre sens, ou tu vois, et je pense que ça, c'est important aussi. Je pense que si j'avais une baguette magique, ce que je changerais, ça serait peut-être le fait d'améliorer peut-être le côté, on va dire, peut-être avoir plus de bienveillance à ce niveau-là, tu vois, pour faciliter le dialogue. Je pense que c'est plus ça, tu vois. Donc peut-être rendre l'obstacle du départ un petit peu plus faible pour qu'il y ait plus facilement des gens qui fassent cette démarche-là d'aller dans la solution, d'aller vers la solution. Euh, je pense que c'est plutôt ça. Mais rendre le traitement facile, entre guillemets, ou rendre, tu vois, ou annihiler totalement la problématique. Moi, je suis persuadé que c'est pas forcément ça la solution, quoi, tu vois. Ouais, mais la bienveillance, au final, c'est tellement important. De toute façon, mais c'est ce que, en fait, la question, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde y répond différemment. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des gens qui, ouais, voilà, ont une certaine idéologie, ont envie de, je sais pas, parler de la santé mentale à l'école, et il y en a d'autres comme toi qui parlent de concepts un peu plus globaux, on va dire, comme la bienveillance. Et voilà, les deux s'entendent en fait. Bah, moi, je tenais vraiment à te remercier, Clément. Tu nous as fait une petite masterclass sur la nutrition que je trouve assez pratique, avec pas mal de points différents. Bien sûr, bah, il y aura les informations dans la description. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci pour l'invitation, en tout cas, Clément. J'ai apprécié avoir cet échange avec toi. Je suis content, en tout cas, si jamais tu as le sentiment que ça t'a apporté, toi, un peu de valeur, parce que je pense que si c'est le cas, ça en apportera aussi à tes auditeurs. Moi, j'étais pas forcément 100% à l'aise, parce qu'encore une fois, cette thématique-là, c'est pas forcément ma spécialité. Je suis vraiment plus sur la partie nutrition, etc. Et voilà, en tout cas, je suis ravi de notre échange. Donc, merci à toi. Merci, à bientôt. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.